Vous êtes toujours nombreux à nous suivre à travers la chaîne YouTube Bailo Télévision. Moi, c'est Augustin Lokwede Bailo Ngandi, le roi Salomon surnommé. Je suis heureux de vous compter parmi des milliers de téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Je reçois pour vous aujourd'hui, dans le cadre de ces nouveaux numéros de cette émission Enquête des réponses, un homme qui a plusieurs facettes, mais pour aujourd'hui, c'est dans le cadre de sa facette de l'écrivain qu'on le reçoit. Il s'appelle Guy Moïse Malundamba. Avec lui, on va parler du livre qu'il a édité qu'il a écrit et édité dans l'édition Jet d'encre. On va parler de tout ça aujourd'hui. Le livre s'intitule Pour vous, un sans-abri à Kinshasa. C'est un livre motivateur qui, dans votre lecture, vous serez soulagé, vous serez motivé, vous aurez l'envie de continuer à vous battre. Vous qui avez de problèmes et que vous pensiez que c'est fini, vous êtes au bord de la rive, sachez qu'avec ces livres, un sans-abri à Kinshasa, vous pouvez avoir un boostage énorme parce qu'il y a tellement à lire dans ces livres et vous serez vraiment épanoui, surtout motivé dans votre marche pour la réussite. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur la terre avec une seule idée, c'est de se perfectionner, comme a dit Paul, toujours dans la perfection. Et la perfection, c'est aussi ne pas abandonner. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est passé par votre route, qui est passé par votre chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui et qui vous dit comment on fait pour s'en sortir, ce que vous serez toujours béni. Guy, bonjour. Bonjour. En tout cas, je vous reçois aujourd'hui, mais avant qu'on parle de vous, avant qu'on parle du livre, je voudrais d'abord que les téléspectateurs regardent qui vous êtes, votre parcours. On suit le portrait de Guy et puis on revient après. Vous venez là de suivre le portrait de M. Guy Moïse Diasuka Malundama. Avec lui, je rappelle que nous allons parler du livre qu'il a écrit et édité dans l'édition Jet d'encre. M. Guy Diasuka, bonjour. Bonjour. Encore une fois, je vous reçois aujourd'hui parce que nous devons parler d'un livre. Un livre qui m'a vraiment, moi, ça m'a donné plus de courage pour que j'avance. J'étais au bord du gouffre, mais en lisant votre livre, j'ai compris que ça ne sert à rien d'abandonner. Quand on est quelque part où on se sent faible, il faut regarder Dieu, il faut croire en soi et puis avancer. Alors, vous commencez votre livre « Un sans-abri à Kinshasa » avec une parole de l'Écriture. Vous avez dit... Je vais lire, c'est dans le livre de Psaume 139, verset 16, vous dites « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Quand un auteur commence son livre, il prend en compte tout ce qui lui est cher. Tout ce qui lui est très important. L'impact de ces versets dans votre livre pour commencer, dans votre vie plutôt, pour commencer un livre que vous écrivez, c'est quoi? Oui, merci messieurs les journalistes pour la question. Ce qui est vrai, je crois à la prédestination. Ok. Je crois que tout ce que nous faisons a déjà été écrit quelque part. En quelque sorte, bien que c'est écrit, Dieu nous donne cette opportunité-là d'améliorer la destinée. Alors c'est à nous maintenant qui revient soit de l'empirer,
de les détruire ou de les construire. Alors quand j'ai dit, si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, donc je me rends responsable sur tout ce qui m'arrive. Je n'ai pas à plaindre sur quelqu'un d'autre. Et cela m'enrichit dans ma façon de me battre. Vous voyez. Donc tout est prédestiné, mais seulement Dieu me donne le pouvoir de l'améliorer ou c'est mon choix de les détruire. Ok. Oui. Mais dans ce livre, je vais signaler aux lecteurs, Oui. ceux qui aiment bien manger les livres, Oui. que dans ce livre, vous allez reconnaître plusieurs citations, soit bibliques, soit des grands auteurs, à également des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, Tout à fait. qui sont là-dedans. Donc c'est un livre très riche, riche vraiment, surtout, je rappelle, surtout en motivation, parce que c'est un parcours de quelqu'un qui est passé par plusieurs combats, mais qui est quand même sorti victorieux. Donc, mais on va faire avec l'introduction de ces livres. Pour commencer, bien sûr, ces livres avec ce verset de la Bible, le psaume 139, verset 16. Mais il y a quelque chose dont je note déjà dans l'entame, ce que vous dites que plusieurs personnes ont le choix. Parce que tout le monde a quelque chose à raconter, Tout à fait. mais le choix incombe à l'être lui-même, soit de mourir avec ce qu'il a comme problème, comme richesse intellectuelle et tout, soit d'en discuter avec les gens. Pourquoi vous donnez l'importance à dire ou à raconter ce que vous avez, ce que vous vivez aux autres? Oui, oui. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que c'est un auteur inconnu, que l'endroit le plus riche Oui. de ce monde, c'est les cimetières. L'endroit le plus riche de ce monde, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que là, on a enterré beaucoup de gens avec des projets, des idées, des conseils, des solutions qui n'ont pas pu dire aux autres. Alors, je me suis dit, ce ne serait pas bon que je meure avec tout ce que j'ai vécu. Peut-être ça servirait à quelqu'un d'autre que moi de s'en sortir dans un problème qu'il traverse. Alors, je trouve mieux que ce que j'ai traversé comme obstacle, que je puisse quand même l'écrire, bien que tu n'aimes pas lire, mais au moins il y aura quelqu'un qui traverse le même obstacle que moi, là où moi j'ai su surmonter, peut-être il aura des difficultés et ce que j'ai dit ou ce que j'ai écrit l'aiderait à surmonter cet obstacle. Donc je trouve que c'est très important de dire pour réconforter, fortifier, éclairer ceux qui se trouvent dans le même cas et qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est Et donc, une manière pour vous de motiver aussi de motiver, c'est tout ceux ça. qui sont en train de parcourir, ceux qui ont parcouru plusieurs obstacles et qui l'ont vaincu plutôt, mais qui se taisent aujourd'hui, vous leur recommandez à parler aux autres. Et c'est ça même l'objectif des livres. C'est un outil de combat, un outil très riche qui détient des principes sur tous les domaines de la vie. Parce que je me suis dit, je suis parti du sans-abri pour atteindre toutes les couches. En quelque sorte, j'ai extrapolé, n'est-ce pas, la vie des sans-abri pour atteindre toutes les couches. Parce qu'il y a d'autres, quand ils voient un sans-abri à Kinshasa, là c'est pour les pauvres. Non, loin de là. Loin de là. Si vous lisez le résumé, vous verrez que c'est quelqu'un qui était en haut et qui est tombé. On va parler de votre plus bas, votre vie qui est... Et qui a si... encore remonté la pente. Alors c'est pas donné à tout le monde. Vraiment extraordinaire parce que quand on lit ces livres ici, on voit que dans votre parcours, vous êtes tout le temps en haut, en bas. En haut, en bas. Et moi, je me demande c'est quoi. À chaque fois que vous atteignez un niveau, vous vous rabaissez en bas et puis vous vous ressourcez pour prendre de l'effort et puis remonter encore. C'est un parcours assez bizarre, mais quand même, au finish, vous arrivez à vous en sortir. Et cette fois-ci, je sais que je ne tomberai plus bas. Je ne tomberai plus encore. Parce que j'ai compris et je maîtrise les principes, j'ai compris comment ça fonctionne. C'est pourquoi j'ai écrit, afin que ceux-là qui vont lire maîtrisent aussi
ces principes pour qu'ils puissent aussi maintenir cette stabilité. Je vous dis merci pour votre soutien en regardant cette émission Enquête des réponses. Je rappelle que je reçois pour vous M. Guy Moïse Diasuka. Avec lui, on parle de ses livres qu'il a sortis, les livres qui s'intitulent Un sans-abri à Kinshasa. C'est un parcours d'un homme, comme il dit, c'est pas péjoratif, mais c'est un parcours de commun de mortels. Vous pouvez être un enfant de riche ou demain vous vous retrouvez dans la misère la plus catastrophique plutôt. Et puis, dans tout ça, les livres vous montrent que, peu importe la circonstance dans laquelle vous vous retrouvez, la responsabilité vous incombe de répartir ou de rester là où vous êtes. Tout à fait. Vraiment, c'est un livre très riche. Moi, je l'ai lu. Il se vend en ligne. Je l'ai lu. C'est un livre qui se vend en ligne. L'édition, c'est Jet d'encre. Donc, vous pouvez trouver ça dans Amazon. Google, oui. Dans toutes les plateformes où on vend les livres, vous pouvez les retrouver. Surtout, allez acheter. Achetez les livres et ça va vous aider. Vous qui aimez la lecture, vous aussi qui avez des problèmes et qui ne savez pas. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes, mais qui n'ont pas l'habitude d'en parler aux autres. Oui. Mais dans la lecture, vous pouvez aussi vous retrouver comme si vous étiez en face de quelqu'un qui connaît votre problème, oui. Qui est passé dans cette période-là, oui. Et qui vous dit, voilà, quand on arrive ici, il faut faire ça, il faut faire ça. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour ceux qui vont lire ces livres. Je recommande à tout le monde qui va suivre cette émission d'acheter les livres en ligne. Et bientôt, là, on va donner aussi les sites à Kinshasa dans les divers supermarchés où on peut directement, physiquement avoir les livres. Alors, dans votre avant-propos, j'ai lu que vous avez donné encore de l'importance dans l'éducation. Vous étiez enfant, vous avez vu ce qui se passe. Vous êtes arrivé à un moment donné où vous avez crié votre ras-le-bol par rapport à l'éducation. On est tombé dans Chancelo Kopamba avec Papa Wemba où on a cru que tout pouvait nous arriver facilement et tout. Qu'est-ce que vous, personnellement, aujourd'hui, vous reprochez et aux gouvernants et à l'église et aux parents par rapport à la génération qui va nous suivre? Bien. Dans des années, je crois, c'était 99, année 89, où il y a un slogan là qui a fait rage à Kinshasa. Ce slogan tellement fait rage à Kinshasa qui est Chege Chege Chancelo Kopamba, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas dans quelle optique ils ont vu cela, mais il y a eu des répercussions du tel que quelqu'un s'est dit donc demain aussi j'aurai ma chance. Que je ne fasse rien. Que je ne fasse rien, demain j'aurai en Europe. Vous voyez ça? Et tous ces jeunes-là qui voulaient partir en Europe de rien du tout. Alors, je me suis dit, bon, ça risque aussi de dérouter un grand nombre, surtout de jeunes Kinois. Alors, normalement, la vie c'est un combat. Ceux qui ont dit que la vie c'est un combat, ils savaient pourquoi ils ont dit ça. Ce n'est pas une question de chance et le Kopamba. Ce n'est pas une question de chance et le Kopamba. Il faut peut-être, je dirais, il faut avoir un début. Et si la chance venait, pour ceux qui croient à la chance, et pour ceux qui croient à la grâce, là ça va. Même Dieu est un travailleur. Vous voyez ça? Donc, normalement, même l'Église, la société, l'éducation, doit motiver la jeunesse, surtout la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir du demain, doit motiver la jeunesse au travail. Vous voyez, même l'enseignement de l'Église, actuellement chez nous au Congo, l'enseignement de l'Église doit être plus ou moins à 80% sur le travail. C'est pourquoi vous voyez, il y a des cultes du matin au soir. Dans une semaine, il y a 4 cultes et les gens sont là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu va agir. Chancelo Kopamba. Chancelo Kopamba, Dieu ne va pas agir donc, comme ça. Même selon votre lecture aujourd'hui, le slogan de Papa Wemba qu'il a lancé, Chancelo Kopamba, même l'Église l'utilise aujourd'hui abusivement en faisant croire aux chrétiens que priez, et puis la chance va vous sourire. Cela devrait être orienté. Chancelo Kopamba, mais il faut qu'il y ait
Qui est un support, un soubassement. Vous voyez ça? Pour ceux qui prient, ils tiennent à la grâce. C'est bien, il y a la grâce, mais il faut qu'il y ait un soubassement. Et là, ça fonctionne. Du néant comme ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi je parlais de l'éducation. Les parents doivent être responsables pour orienter leurs enfants selon les capacités de l'enfant. Les responsables de l'église et qui gèrent les âmes doivent aussi orienter les gens dans le travail. Parce que c'est le travail qui comment dirais-je, qui construit. Alors quand les gens sont chaque fois bombardés du fait que la chancelier Kopamba, la grâce, c'est ce qui fait que nous subissons ce que nous avons maintenant. Mais non, par rapport, ça c'est du côté spirituel, du côté de l'église. Oui. Mais vous avez aussi parlé des enseignants, vous avez parlé des dirigeants, des écoles, vous avez parlé, bref, de ceux qui devaient nous gouverner et orienter une politique éducationnelle. Vous avez trouvé quand même que c'est défaillant. Bon, en fait, je dirais ceci. Les schémas déjà été conçus par les colonisateurs. Il nous a donné un schéma qui nous rendrait dépendants d'eux. C'est un schéma qu'on doit revoir. Vous voyez, l'enseignement doit être revu, même la politique doit être revue, et surtout la religion. Vous voyez ça, c'est un schéma, bon, c'est pas ça qui c'est pas vraiment notre sujet du jour, c'est juste un trait dans le livre. Je vais lire, hein? Oui. Je vais lire. Oui. Dans votre avant-propos, vous dites l'idée de la chance et de malchance a fixé ses racines avec tant d'audace dans l'esprit quinois qu'elle est devenue monnaie courante et se répand de bouche à l'oreille dans les chansons fétiches des vedettes de la province, de la ville-province de Kinshasa, jusqu'à vouloir expliquer des sujets très importants comme l'éducation et la réussite dans la vie. On se plaît à dire Chancelo Kopamba. Et depuis quand la tâche de former la personnalité des enfants est-elle confiée aux soins d'une tutrice aussi capricieuse que Dame Chance? Les enfants ne viennent-ils pas au monde prédestinés à accomplir de grandes choses? En revanche, l'éducation dépend des plans élaborés avec intelligence et prévoyance par des parents dignes de ces noms. Des parents dignes de ces noms, des parents dans la maison, des parents dans le système éducatif, des parents dans les églises. Donc vous avez englobé les parents dans sa généralité pour dire que demain, il faut que nous, dans les maisons, dans les églises, dans les institutions éducationnelles, partout, nous, parents, nous devons nous mettre à faire des choses, à élaborer des plans pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que, à cause de nous-mêmes, de notre abandon, nous avons créé même les Koulouna aujourd'hui? Bon, je dirais, c'est vrai que je ne vais pas pointer des doigts, tout ça. On dit nous, nous tous, on parle de tous pour ne pas dire que c'est les gouvernements, on parle de nous tous. Tout à fait. Bon, nous sommes responsables, Bon, nous sommes responsables, je dis ça juste pour que chacun puisse se battre à son niveau, n'est-ce pas, pour que nous puissions surmonter ces phénomènes qui bat en plein temps. Vous voyez ça, qui bat son plein aujourd'hui presque dans toutes les communes. Vous voyez des jeunes garçons de 7 ans, 12 ans, avec des machettes, tout ça. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, donc c'est vraiment triste. Il faut lutter pour éradiquer l'idée des chances. Je ne sais pas à quel niveau il faut le faire. Je dirais, au niveau de la famille, c'est vrai que c'est la famille qui est la base, mais toujours est-il que l'église, l'école contribuent aussi à l'éducation. Vous voyez ça. Donc, c'est vraiment triste. Alors, nous sommes dans les cadres qui nous reçoivent aujourd'hui, c'est les dépanneurs. Pour vous tous qui êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune d'Engalema, précisément dans les champs de tir du camp Badiadingu. Vous prenez les transports, vous dites qu'on vous dépose au dépanneur, c'est les cadres qui nous reçoivent aujourd'hui, d'où vous entendez un peu les passages des motos, de bruit et tout. Donc nous sommes vraiment dans dans un cadre très festif
Et puis voilà, donc je vous demande, hein, je vous recommande ces cadres ici, un très beau cadre qui nous ressort aujourd'hui, les dépanneurs. Donc voilà. Alors, dans le livre, un fait marquant, pour ceux qui ont regardé votre parcours, votre portrait, vous êtes ingénieur. Oui, ingénieur technicien. Inventeur. Oui. D'accord? Tout à fait. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Oui. Alors, dans le livre, je vois, vous avez 5 ans. Et pour la première fois, Oui. vous inventez quelque chose. Bien que ça ne tourne pas comme vous l'avez voulu. Oui. Mais quand même, vous avez inventé quelque chose. Ouais. Racontez un peu, puisque c'est dans le livre, mais Oui. racontez un peu cette anecdote. Vous me faites encore remonter les temps. Bon, je dirais pas c'est une coïncidence. Hein. C'était au camp Badiading, Ok. Villa 214. Vous voyez, quand j'entrais là, j'ai regardé un peu partout, j'ai vu descendre. Donc, à cette époque-là, papa était lieutenant. On était au camp Badiading, précisément ici. Et ça, c'est Champ des tirs. Champ des tirs. Le camp Badiading, c'est un peu tout ça. À la Villa 214, c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et je me rappelle même, il y avait une école gardienne quelque part là, Oui. tout ça. Alors, un moment, je ne sais pas comment cela... Attends. Il faut plus regarder la caméra. Non, oui. Tekayo. Ouais, oui. Tekayo, Alors, je ne sais pas comment c'était venu. Et je me suis mis à fabriquer une moto. Déjà à 5 ans, hein, je à rappelle. 5 ans, oui. À fabriquer une moto avec des fils de fer. J'ai pris des fils de fer, j'ai fabriqué la moto, j'ai mis à cette époque-là, c'était les bouchons. Bon, j'étais les noms pour ne pas faire la publicité. Tout ça. Alors, je me disais, il faut que la moto fonctionne. Et, curieusement, j'ai fait des connexions là. Et c'était à la véranda. Et je suis allé... Votre idée, c'était électroniquement que vous puissiez faire rouler fonctionner la moto. Alors, j'ai fait des connexions et, je ne sais pas, l'enfance, l'inconscience aussi. Je suis allé brancher le fil à la prise qui se trouvait à la véranda. Donc, c'était vraiment mortel. Mais heureusement, les techniciens savent qu'il y a toujours des fusibles et des protections, n'est-ce pas? Ceux qui construisent dans des maisons. Bon, à l'époque. Hein. Oui. Encore aujourd'hui, dans des maisons des gens un peu aisés. Alors, quand j'ai branché, il y a eu un feu là, un coup-circuit. Et mon petit frère était témoin. Et la maman est sortie directement, c'est quoi? Mais comme elle ne savait pas, on se dit, non, maman, c'est juste. C'était pas. Mais c'était... Je sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Peut-être, je crois, cet instinct-là, ces génies-là, moi, voulaient se réveiller à 5 ans. Bon. Alors, vous avez dû croire à la prédestinée. Ouais. Donc déjà, au départ, vous avez des signes. Donc, au départ, déjà, je voulais faire fonctionner la moto à l'âge de 5 ans. Vous avez déjà des signes que demain, vous... Je ne sais pas. Non, à cet âge-là, des signes, non. Mais à part ça... Mais déjà, ça, c'est un signe révélateur. Bon, après avoir... D'autres sont plus dans les ballons et tout. Vous étiez dans 5 ans dans déjà, la création. Quand j'ai fait ça, bon, à 5 ans, je ne savais pas que c'était un signe. Mais après avoir grandi, je me suis dit, c'était déjà un signe. C'était déjà vous vous êtes retrouvé après plusieurs années en inventant des choses. Et dit, mon départ, c'était à 5 ans. Non seulement ça encore, il y avait des fois où je voulais même savoir, vous voyez dans la télé, il m'est arrivé même à ouvrir la télé pour voir tous ces gens-là qui parlaient là. Ils venaient d'où? Ils venaient d'où? Et parce que, je crois que c'était ça. Donc, j'ouvre la télé, je vois il n'y a que de fils, mais j'arrivais quand même à fermer. Et après, ça fonctionnait, mais moi, en tout cas, ça me dérangeait. Alors, mais il y avait un oncle qui a remarqué toutes ces histoires-là. Mon oncle, il fut ingénieur Jacques. Et c'est grâce à lui, maintenant, que j'étais orienté à l'ISTA. C'est grâce à cet oncle-là qui remarquait tous ces faits et gestes-là. Et quand j'ai décroché mon diplôme en pédagogie, je voulais faire la médecine. Je voulais être docteur en médecine. Mais quand les responsables sont partis, papa est parti, maman est partie. On va parler aussi de la disparition de vos parents. Il n'y avait personne pour me soutenir
soutenir ma scolarisation. Alors l'oncle a dit, mais comme tu fais déjà ça, allez à l'ISTA. Donc c'était ça. Ouais. Mais nous sommes, je vais lire, hein, je vous rappelle que, en tout cas, moi je vous recommande de lire ces livres. Un sans-abri à Kinshasa. C'est un livre très riche, l'auteur il est là, il s'appelle Guy Moïse Diasuka Malundama. Avec lui on parle de son livre Un sans-abri à Kinshasa. Bien sûr qu'avec les temps qui nous ont été impartis, nous ne saurons pas tout débaltérer sur les livres, mais je vous recommande d'acheter, c'est sur toutes les plateformes où on vend des livres. Et également, l'auteur lui-même va vous donner des points de vente ici à Kinshasa pour que physiquement, vous allez aussi l'acheter. Alors, je vais lire un passage sur votre livre. Dans votre livre, nous sommes à la page 21. Cette page, c'est dans cette page-là que vous parlez de votre maman, Charlotte Bitodi. Oui. Et également, vous parlez de votre conversion. Vous avez découvert votre vocation à partir... vous avez 16 ans. Oui, à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai été, comment dirais-je, approché par un jeune garçon. Il avait à peu près mon âge, Charigoufi. Imaginez, à l'âge de 16 ans, j'ai trouvé un garçon qui enseigne la Bible. Il avait un Nouveau Testament, le Nouveau Testament bleu. Oui. Maintenant, c'est ce qui m'étonnait, comment arrivait-il à enseigner la Bible? On a le Nouveau Testament, l'Évangile. Après avoir enseigné, il a fini, je suis parti vers lui. J'ai dit, mais comment tu arrives à faire ça? Vous voyez cette curiosité-là? Mais comment tu arrives à faire ça? Il m'a dit, non, j'ai appris. Et j'ai dit, est-ce que moi aussi je peux apprendre? Il dit, pas de problème, quelles sont les conditions? Il m'a fixé rendez-vous et c'était le début. Alors là, à cette époque-là, il y avait des formations sur la puissance pour la vie abondante. À cette époque-là, c'était les DOE International. Je les ai approchés. C'est là que j'ai appris à chanter pour Dieu. J'ai appris à partager les versets bibliques. Et c'est là maintenant j'ai une fondation chrétienne. Et c'est ça qui m'a soutenu même devant plusieurs obstacles. Oui. Vous êtes chrétien pratiquant. Chrétien pratiquant. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous êtes dans les évangiles. Vous avez parcouru quand même avec Dieu, votre Dieu, toutes les épreuves dont vous parlez dans ces livres ici. Donc, les hauts, surtout les hauts, et puis les bas. Et quand c'est les hauts, c'est les hauts. Mais si c'est les bas, c'est encore les très bas. C'est très bas. Vous avez eu un parcours vraiment. À telle enseigne que je me disais, est-ce que c'est quelque part là, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un lien héréditaire? En fait, je voulais en savoir plus. Et si vous étiez du genre à croire à la malédiction, vous auriez pu abandonner depuis longtemps? Oui, j'allais plus abandonner, mais retrouver peut-être comme un mendiant, quelque là. Parce que même pour mes études là, c'était pas facile. Hein? Oui, on voit dans ces livres où 2 fois vous êtes soutenu, vous commencez, et puis après l'aide ne vient plus. Vous devez vous rabattre sur vous-même et sur Dieu pour que vous trouviez une source de continuité. Tout à fait. Donc, après la mort de mes parents, quand j'ai décroché le diplôme en pédagogie, j'avais plus personne pour me soutenir mes études. C'est là que je suis parti au Home. Mais au Home, là, c'était difficile parce qu'il fallait nourrir, il fallait vivre, il fallait tout ça. C'est là, maintenant, j'étais obligé de créer une source de production. Et c'est mais on ne va pas aller vite en besogne, on va faire ceci. Nous sommes dans la page 27 où vous parlez de la disparition de vos parents. Vous avez 19 ans. Okay? Vous avez 19 ans, à la page 27, vous perdez vos parents. C'est une douleur énorme. Perdre des parents, c'est pas facile. Vous vous retrouvez orphelin. C'est eux qui sont là depuis longtemps, c'est eux qui vous tiennent à la main, c'est eux qui vous soutiennent, et puis ils partent. Et je vous signale qu'à cet âge-là, mon père était déjà colonel. Vous voyez la vie qu'on menait là, c'est plus la vie du lieutenant, c'est la vie du colonel. Et vous devez voir que tout basculait comme dans un clair d'œil, toute une vie qui basculait. Et vous n'avez plus la même restauration, vous n'avez plus la même vie. Vous n'avez plus la même vie. Et c'est là, maintenant, c'est là où les autres, c'est là où même
c'est là où même en fait, ceux qui n'ont pas des nerfs solides se retrouvent à la rue. Ils deviennent les chègues parce vous n'avez plus personne devant vous. Chacun s'occupe de ses enfants. Comme on dit à Kikongo, Kiaku, Kiangani. Vous voyez, vous êtes là comme sauf qui peut. Alors, tout ça, ça m'a traversé l'esprit. Mais heureusement, Dieu, dans sa préscience, m'avait déjà, comment dirais-je, bon, en fait, quand mes parents étaient... Ça fait 3 ans que vous êtes croyant. Ça fait 3 ans. Parce que vous êtes converti à l'âge de 16 ans. 16 ans. Alors, vous perdez vos parents à 19 ans. Dans le parcours, je me rappelle ma mère, en fait, m'apprenait, Bito Di Charlotte, paix à son âme, m'apprenait à chercher de l'argent. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande sœur avant moi, mais chez nous, les Congo, le premier garçon, c'est lui l'aîné. Oui. Alors, ma mère savait ça. Donc, en fait, elle m'apprenait déjà comment on cherche de l'argent. Il y a une citation qui dit Tang babo tibazana bo moye ba priya kwanga. Oui. Bon. Elle disait ça, il y a aucun autre kangai. Et je voyais comment ma mère, femme de colonel, à cette époque-là, il était major, cherchait l'argent. Qui ne se contentait pas de la solde seulement de son mari. Tout à fait. Alors là, je ne sais pas si je peux dire que c'est inconsciemment, mais quelque part là, elle m'enseignait. C'était l'initiation. Oui, c'était déjà l'initiation. Alors, quand ils sont partis, j'avais déjà dans mon esprit, elle avait déjà sémé dans mon esprit cette indépendance-là financière. Alors je me suis dit, maintenant je dois créer. C'est vrai qu'il y avait des oncles, mais ils avaient leurs enfants, ils avaient leurs préoccupations. Je me suis dit, je dois créer une source d'activité qui va me tenir de la préparatoire jusqu'à 3e grade, parce que je ne voyais pas la licence. Donc c'était très difficile à traverser, je ne voyais pas la licence. Et donc il suffit juste, je décroche mon diplôme d'ingénieur, j'ai trouvé un travail, peut-être après avec mon salaire, là je vais continuer la licence. Mais en fait, elle a sémé en moi cet esprit-là de la responsabilité financière, de ne pas manger comme tout le monde voit. Et comme je voyais Dieu devant moi, et c'est cette énergie-là qui m'a permis maintenant de créer et d'avancer. Guy Moïse Diasuka Nyalundama, je vous dis, auteur du livre Un sans-abri à Kinshasa, édition Angers d'encre. Avec lui, nous parcourons un peu ces livres si merveilleux, riches, un témoignage personnel d'un combattant qui est passé par plusieurs obstacles, mais qui est sorti victorieux, qui nous dit dans ses livres ici, peu importe où nous sommes, dans quoi nous sommes en train de pétrir, il faut toujours croire en nous et croire en Dieu, et on va toujours s'en sortir. Alors, à la page 31, vous parlez du bonheur d'être recueilli. Alors, ça se passe souvent. Le bonheur d'être recueilli. Ça se passe souvent, où vous perdez des parents, et puis sous ces chocs-là. Mais quelqu'un dit, viens, moi, je vais te raconter un peu, c'est dans le livre. Vraiment, je tiens à... Je l'ai même dédicacé, je l'ai dédicacé. Le bonheur d'être recueilli. En tout cas... C'est la page 31 de votre livre. Oui, tout à fait. Un orphelin qui vient d'être recueilli. Bon, je signale qu'après la mort de mes parents, il y a la famille qui se sont réunis, n'est-ce pas, pour nous recueillir, n'est-ce pas, pour nous trouver une place. C'est vrai, il y a des choses tout ça, mais on était tellement nombreux. Une famille de 6 enfants. Vous voyez, 3 filles, 3 garçons qui pouvaient recueillir toute cette famille-là. Des choses graves encore, on ne voulait pas être séparés parce qu'on était sous ces chocs-là. D'où et vous avez grandi ensemble. On a grandi ensemble. Nous séparés pour que chacun va chez la tante, chez l'oncle là. Ils n'arrivaient pas à comprendre quand on a dit non. Mais on a trouvé quand même une solution. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai été recueilli par mon oncle Diaki. Il travaille à OCC. Alors, c'est là où je parle du bonheur d'être recueilli. Vous trouvez encore une famille qui manifeste de l'amour envers vous, qui vous redonne encore l'espoir de vivre. Vous voyez ça? C'est là maintenant je vois tous ces enfants qu'on recueille, qui sont recueillis dans des orphelinats. Vous voyez ça? C'est quand même bien. Il faut vraiment que le gouvernement puisse penser à tous ces enfants et puis puisse financer ces orphelinats qui prennent en charge tous ces enfants-là et puis qui les orientent pour que aussi à l'avenir ils deviennent
de grandes personnalités. Donc c'est vraiment bien. En fait, c'est comme si c'était un simple geste, mais pour moi, cela a créé encore une autre énergie. Vous voyez ça? En tout cas, Dieu est là. J'ai vu la main de Dieu et j'ai dit, je dois me battre, je ne dois pas abandonner. Alors, c'était ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit la Bible. Oui. Au départ, vous êtes Guy. Oui. Diasuka. Oui. Mais il y a quelqu'un qui vous surnomme Moïse. Vous avez encore souvenir de lui? Oui, je me rappelle de Toussaint. Oui. Je ne sais pas s'il est encore en vie. En fait, Guy Diasuka, ça pèse Mialundama. C'est bien, mais les Guy est toujours combiné avec, vous voyez, comme l'entraîneur Guy Roux de la France, l'ex-l'entraîneur Guy Roux de la France, il y a Guy Roger Folie, Guy. Alors moi, c'était seulement Guy, j'ai dit non, il faut que je trouve un nom. Et curieusement, ce jeune garçon, il a dit Moïse. Il ne m'appelait pas Guy, il m'appelait Moïse. Ok. Alors j'ai senti que ces noms apporteraient quelque chose, c'est pourquoi j'ai accepté. Et ces noms en tout cas... Le langage divin, toujours. Dans votre parcours, on sent quand même la main de Dieu, on sent quand même qu'il est là, il vous parle à chaque fois. Il est là, malgré que j'étais orphelin de père et de mère, mais je voyais ces signes, la présence de Dieu, parce que je vous dis, à 16 ans déjà, j'ai appris tout ça. Oui. Et c'est comme ça qu'il y a eu Guy Moïse Diasuka. Et le nom de Moïse maintenant a commencé à jouer son rôle et j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas l'écrire dans mes documents et c'était parti. Oui. Donc déjà là, un grand clin d'œil à Toussaint qui a donné... Toussaint c'est un checker. Hein? Oui. Il va en Koweït. Voilà. Ceux qui sont à Banda les retrouvent. Ben, comme j'ai dit, votre parcours c'est toujours du haut, un peu de bas, un peu de bas, un peu du haut. Et puis vous êtes recueilli par votre oncle Diaki. Et ça fait pas longtemps que vous êtes là, vous devez aller au home. Bon. Une autre expérience. D'abord, vous devez retourner à Matongé. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour que de l'accueil, et puis voilà, non seulement vous vous retrouvez à Matongé, mais vous devez encore partir au home. Qu'est-ce qui s'est passé autour de... Bon, c'est ça. Moi, je crois que c'est l'empreinte du destin. En fait, c'est comme si... je crois que c'est la main de Dieu. Dieu voyait autre chose que moi je ne voyais pas. C'est pourquoi il voulait me faire sortir tous ces milieux-là pour que j'arrive là où il a choisi pour moi. Oui, je peux dire ça comme ça. Des fois dans la vie, il faut se laisser, comment dirais-je, il y a un mot là qu'on dit, il faut lâcher prise. Des fois dans la vie, il faut lâcher prise. Oui, c'est ça. Et je me suis retrouvé à l'ISTA, au homme, sans ressources, sans parents, sans financement, sans bourse. Et je devais affronter cette vie-là de 4 ans préparatoire, 3 ans d'humanité. Vous voyez ça, sans ressources. Alors là, il fallait seulement croire en Dieu. Alors, vous avez cru en Dieu, vous avez continué à avancer, des fois en créant des ressources pour vous-même, des fois c'est la main de Dieu qui intervient avec des gens qui vous soutiennent et tout ça. Il y a votre tante qui est aux États-Unis qui vous a soutenu lorsque vous avez commencé. Jusqu'à la fin. Donc, en fait, comme je vous dis là, à préparatoire, j'ai créé une activité. C'était juste une vitrine. Ceux qui ont fait l'ISTA 94 en demi, ils savent qu'au coin de la première préparatoire, de la première électronique, il y avait une vitrine là, Jérusalem. Alors, je suis le premier étudiant qui avait créé la vitrine pour vendre des cakes. À cette époque-là, les cakes là faisaient rage. Alors moi, je me suis dit... Jérusalem, c'est votre établissement? Jérusalem, c'est juste une vitrine de 2,50 m où je vendais, j'ai vendu le cake et les sucrés. Et tellement que c'était propre, même les professeurs venaient se restaurer là-bas. Alors, cette vitrine-là m'a permis maintenant d'étudier de la première en troisième. Et comme j'avais une faiblesse en mathématiques et que j'avais fait la pédagogie, je me suis dit, il faut que je fasse l'ISTA soir pour que les jours, j'aille me perfectionner dans des centres. Donc maintenant, la vitrine là, avec l'argent de la vitrine, je payais les centres de formation les jours et les après-midi, j'allais étudier à l'ISTA soir. La vitrine a prospéré? La vitrine a tellement prospéré. J'ai fait un clin d'œil comme ça, s'il est encore vivant à Alain Gouéméné.
Alain, je l'ai perdu de vue. Alain, j'ai essayé même de le chercher dans Facebook, WhatsApp. Là, je l'ai pas Pour trouvé. ceux qui vont suivre cette émission à travers YouTube, ceux qui connaissent Alain Guéméné, s'il est encore vivant, big dédicace à lui qui vous a, qui a été une main d'œuvre pour vous et il vous a soutenu pendant que vous deviez aussi, comme vous dites, vous perfectionner dans les études. Donc il fallait avoir quelqu'un qui soit là pour maintenir les caps avec votre Alain Guéméné, lui, il fabriquait. Il fabriquait et j'ai fait appel à mon petit frère Joe. Il est maintenant quelque part. Joe, le témoin de votre début? Non, Gilles, c'est mon témoin. Gilles, là, n'est pas encore venu. Gilles viendra en troisième. Joe, c'est un autre petit frère, là, maintenant, qui m'aidait dans la vente. Et c'est avec cet argent-là que j'ai fait des formations, parce que je vous dis, j'ai fait la pédagogie. J'avais aucune notion des sciences. D'où je devais faire l'électronique dans des centres de formation. Et puis, l'ingénierie à l'ISA le soir, pour que je puisse avoir une base solide. Parce qu'après, après l'ISTA, je devais affronter la vie professionnelle. Donc, je devais avoir un savoir pour défendre mon diplôme. Et c'est comme ça que je fais les jours avec l'argent de la vitrine. Je faisais les formations au centre. Je dis bien les formations au centre. Et puis, le soir, je venais étudier. Dieu a fait grâce jusqu'en troisième. Tellement que les coûts, vous voyez, les coûts de la troisième, payer ça, les directeurs, tout ça, c'était... Là, maintenant, j'avais fait appel à ma tante en Allemagne, ma tante Marie. Oui, ma tante Marie. Salutations à elle. Qui m'a soutenu. J'ai dû payer pour les professeurs, toutes ces histoires-là. Et pallier tout ça, le travail, fin d'études. Une fois encore, j'ai vu les Jackie pour les saisies, toutes ces histoires-là. Et une tante aussi, tante Marceline, qui m'a orienté. Et c'est comme ça, je suis arrivé maintenant à surmonter. D'où il y a toujours une main quelque part. Donc, il y a toujours des gens qui sont là, malgré qu'on se bat seul. Il faut toujours des fois regarder, demander de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui peut croire en vous. Il y a toujours quelqu'un qui peut croire en vous et vous soutenir. Mais votre livre, je répète, votre livre, c'est un agent motivateur pour beaucoup de gens qui passent par des périodes un peu compliquées et tout. Vous avez toujours eu cette habitude-là, c'est comme un mortel où vous vous retrouvez des fois dans la bonne posture et souvent, la nature vous frappe en plein fouet. Dans votre parcours, vous parlez de... Vous avez dit... Il vous est arrivé après un moment donné, vous avez fait la pédagogie. Ce n'était pas votre besoin de le faire aux humanités. Contraint de le faire par rapport au parcours, parce qu'il faut rappeler que les livres, vous parlez de mutation de papa qui était militaire, donc vous n'avez pas été dans un seul endroit pour... étudier longuement, donc vous avez parcouru beaucoup de villes, notamment Kisangani et Bukavu, je crois. Mais votre lapsus, c'était la bête noire à Kisangani, c'était les Swahili. Et puis vous avez fait la pédagogie, vous avez obtenu votre diplôme. Vous dites que pour maintenant faire l'ISTA, vous avez eu des moqueries, on vous a même demandé d'aller ailleurs. Racontez-nous un peu cette année. Bon, vous savez, quelque part, les bienfaits de Mobutu avaient permis que vous soyez au Congo, vous vous retrouvez à Kisangani, vous voyez ça. Parce que sa vision, c'était Congo uni. Il n'y avait pas vraiment de tribalisme. Alors, cela a fait qu'on avait tellement d'imitations un peu partout. Alors, cela déstabiliser aussi, parce que là vous devez faire 2 ans, 3 ans et des fois la mutation venait au milieu de l'année scolaire. Alors, une fois à Kisangani, et je me rappelle, c'est là même j'avais échoué en deuxième parce que je devais comprendre d'abord le Swahili et tout ça. Et après, bon, on est arrivé quand même à maîtriser la langue. On se retrouve maintenant en pédagogie, toujours parce que c'est la pédagogie qui était un peu partout. La pédagogie était la plus proche de la maison. On était obligé de le faire malgré nous, vous voyez. Mais Dieu a fait grâce, j'ai décroché mon diplôme. Et je crois, j'ai failli même échouer. Pourquoi? Parce que, vous voyez ça, toutes ces mutations-là, vous devez d'abord... Déconnexion avec... Déconnexion, vous devez vous familiariser d'abord avec les amis.
maîtriser tout ce qui est, connaître l'oreille de tous les professeurs. Mais Dieu a fait grâce quand même, j'ai décroché mon diplôme. Là encore, moi qui pensais à faire la médecine, on m'oriente malgré moi à l'ISTA. Mais ce qui m'a motivé, c'était l'oncle qui me voyait à 5 ans. Jackie. Non, l'oncle Jacques. Oui. Jacques Ngoula. Qui me voyait à 5 ans. Quand celui qui a appris là, tout ça. Oui. Il m'a dit non, toi déjà depuis l'enfance, tu ouvrais des choses. Là. La médecine, c'est pas ton ressort. Non, il dit que la médecine c'est bien, mais tu n'as pas quelqu'un pour financer la médecine. Vous savez comment ça coûte? C'est cher. C'est cher. Mais si tu vas au moins encore à l'ISTA. Que c'est long. C'est long encore. Si, en tant qu'orphelin, si tu vas à l'ISTA, déjà à partir de la première, tu sauras quand même réparer quelque chose et puis tu peux gagner un peu d'argent. Ça va te permettre de payer les syllabes et tout autre. En fait, il m'a convaincu. Il vous a motivé. Avec ce qui m'a rappelé, de 5 ans, l'enfance, il m'a parlé comment je peux être capable de réparer des choses et gagner quelque chose pour me permettre de terminer. Puis là, c'était juste 4 ans. C'est comme ça que j'ai embrassé l'électronique. J'ai fait l'ISTA. Là encore, en étant pédagogue, dans le blaisaille, on m'a encore ramassé par des amis qui se moquaient de moi, qui me disaient mais pourquoi ne pas avoir fait l'IEC ou bien Isa me coupe couture, toi qui es pédagogue, tu viens faire là-bas. Donc, vous n'êtes pas, on vous dit, vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place. Et ça arrive, hein? Ça arrive à beaucoup de gens qui se retrouvent vous n'êtes pas à votre à faire place. la médecine alors qu'ils ont été littéraires. Oui. Et alors, ils vont entendre ce genre de propos. Alors tellement qu'il m'est taquiné. Vous avez fait une promesse. J'ai fait une promesse. Je ne sais pas d'où cela est sorti. Je les ai dit à tous. J'ai dit, je vous promets que je ferai quelque chose à l'ISTA que l'ISTA n'a jamais vu. Depuis ça. Alors là, ils se sont moqués de moi à toute tête. Ils se sont moqués de moi. Mais l'avenir m'a donné raison. Et on va finir cette émission d'aujourd'hui avec ce que Dieu vous a donné comme parole et puisqu'il est écrit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Dieu qui vous a donné une parole dès l'entame de l'université, vous a accompagné malgré les turpitudes et tout. Vous sortez à l'université tête grandement haute et avec une invention. On va en parler. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez l'émission Enquête des réponses. Les bonnes choses ne durent pas. Nous tendons lentement vers la fin de cette émission. Je reçois pour vous en rappel Monsieur Guy Moïse Diasuka Mialundama, auteur de ces livres que vous voyez, Un sans-abri à Kinshasa. Nous ne pouvons pas tout dire en quelques minutes qui nous sont imparties, mais néanmoins, nous avons traversé avec vous ces livres pour donner un aperçu à ces gens-là qui vont nous regarder et les convier à acheter massivement les livres. C'est partout, dans Amazon, dans toutes les plateformes qui vendent les livres. Vous allez trouver, c'est votre frère, notre frère congolais, auteur de ces livres, Un sans-abri à Kinshasa. Vous allez découvrir là-bas une richesse énorme pour tous ceux qui parcourent la vie sur Terre et qui sont bombardés par des difficultés. Vous devez savoir que si vous le voulez, comme Guy l'a voulu, avec la main de Dieu, vous allez toujours arriver à vous en sortir. Alors, Guy Moïse Diasuka, c'est vrai que les bonnes choses, comme a dit l'adage, on va faire deux choses. On va d'abord parler de votre femme. D'accord? Dans le livre, vous parlez de votre femme, vous parlez de comment vous avez rencontré cette belle créature, avec la difficulté que vous avez, puisque, en tout cas, je vous admire parce que votre vie, c'est des difficultés à la grandeur, Vous avez éprouvé une difficulté énorme à parler à votre femme, qui est aujourd'hui votre femme. Racontez un peu cette histoire. Bon, en fait, tout avait commencé quand on avait réalisé pour la première fois les robots roulage intelligents, n'est-ce pas? On va en parler. Et puis, comme le premier robot n'était pas commercial, on était obligé de concevoir un second qui devait attirer le monde entier et pour nous permettre aussi d'avoir quelque chose. De vendre des projets. Alors, on nous a mis en maquis. On est parti en maquis et c'est dans les quartiers où
on faisait des réalisations. Et c'est là où j'ai rencontré Votre dulcinée. comment dirais-je, mon âme sœur. C'est ça. Et ce qui m'a attiré, c'était les yeux. Mais je me disais, là, ce que j'avais dit, oh, mais c'est comme si j'ai vu ses yeux quelque part. C'était tout. Mais c'est comme si j'ai vu ses yeux quelque part. Et effectivement, dans mon esprit, j'ai senti avoir vu ses yeux. Mais où, je ne savais pas. Et c'était le début. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Après avoir surmonté des obstacles, des vents et marées, elle est maintenant la mère de mes enfants. Apazoma et Beleke Diasuka. Un Voilà. gros bisou. Alors, Oui. on va terminer cette émission aujourd'hui Oui. avec, vous avez fait une promesse Oui, à tous vos congénères oui, de l'époque, Oui. que sortir d'ici, oui, ça sera avec une invention que l'ISTA n'a jamais conçue. oui, Vous avez parcouru tout et vous arrivez à la fin de vos études, oui, vous sortez avec une invention. oui. Oui, le sujet de mon travail de fin d'études, c'est la réalisation d'un émetteur didactique de télévision. Tellement que j'étais dérangé, je me disais, mais il faut que je réalise quelque chose qui reste dans les annales. Oui. Alors, Si on parle l'ISTA, oui. il faut aussi qu'on parle de moi. si aussi on parle des émetteurs, on parle des listins, on parle des réalisations, il faut qu'on Oui. me retrouve dans les annales. Voilà. On mettra aussi Oui. mon effigie dans... Oui, je ne sais pas s'ils sont dans leur bande de données, dans les bases de données, l'émetteur en question, On parce que ira c'était en voir 2000. ça. C'était en 2000. Ouais, c'est un travail dirigé par les professeurs docteurs Passi Bengi Massata et l'ingénieur Hilaire Madeko, professeur de télévision à l'ISTA. Et mes recherches, je l'avais fait à la Cité des émetteurs de Mbinza Pigeon avec l'ingénieur Bia, Ipira, Gabi, tous ces mots-là me connaissent. Même le directeur de la RTNC de l'époque. le directeur Mvuta, Léon Mvuta, tous ces mots-là connaissent qu'il y a eu un ingénieur de l'ISTA à l'an 2000 qui a réalisé un émetteur de télévision sujet de mon travail de fait d'études. Et c'est ce qui a même captivé comment dirais-je, M. Kibambi Shintoa pour me retenir comme stagiaire dans Tropicana TV à cette époque-là. Et je vous signale que c'est M. Kibambi Shintoa qui m'a baptisé le nom de savant. Ok. Vous voyez, aujourd'hui on m'appelle savant noir. Mais c'est M. Kibambi Shintoa. Grâce à l'émetteur que j'ai réalisé à l'ISTA, aux réalisations que j'ai fait à Tropicana, parce que je signale que Tropicana avait l'habitude de réparer son émetteur en Europe. En Europe. Mais en tant que stagiaire, Vous avez... je suis à réparer l'émetteur à Kinshasa et c'est de là maintenant le nom du savant est venu. Ok. Il me disait toujours, où est le savant, où est le savant? Et c'est comme ça, vous voyez ça, Moïse qui est venu de quelque part, le savant qui est venu quelque part, et le savant noir est venu comme ça. Voilà. Donc moi je crois que c'est ça. Mais on ne termine pas cette émission sans parler du robot roulage. Je crois que parmi vos plus grandes réalisations, on va faire, c'est juste du survol, hein? On va faire, parmi vos plus grandes réalisations, à part ce que vous avez fait à votre sortie de l'université, vous avez été dans un groupe de recherche qui aujourd'hui nous avait pondu ces robots-là à roulage. Votre participation, à quel niveau vous êtes intervenu et est-ce que après tout ça, vous vous êtes quand même dit, oui, j'ai fait quelque chose et l'État congolais m'a reconnu. Est-ce que vous avez eu les retombées de ce travail-là? En quelques lignes avant que l'on finisse l'émission. Oui, honnêtement parlant, je l'ai dit avec... C'est dans les livres, hein? C'est dans les livres, oui. Vous allez lire dans le livre aussi que dans le parcours. 77e page. Voilà, dans le parcours de M. Guy Moïse Diasuka Mialundama, il y a les robots roulage dont vous voyez là. C'est une œuvre participative dans laquelle il fut et il nous en parle en quelques lignes avant de terminer. Bon, il est vrai qu'il y a des vérités inédites, n'est-ce pas? Pour ne pas blesser les sensibilités, parce qu'on est venu plus parler du livre. Oui, un sans-abri à Kinshasa. Sans-abri à Kinshasa. Et dans ces livres-là, vous allez aussi découvrir qu'est-ce qu'il a fait. Oui, dans les projets robot roulage, vous verrez mon apport inconsidérable. Oui. J'étais à la genèse, je dis bien à la genèse du projet. Et mon apport, c'est la vidéosurveillance,
la transmission des données à temps réel et même la formule là qui fait tourner. Cette formule-là, cette structure-là, pas on coupe les robots pour que ça tourne là. Là, ce sont mes innovations. Donc, on va dire, vous êtes à 90% celui qui initie vraiment le robot. Parce qu'on va dire la charpente et tout ça, c'est des autres personnes, mais la conception, les données à temps réel, les mouvements et tout, c'est vous. C'est mon apport. Oui. C'est vrai. Bien que vous êtes modeste, vous ne voulez pas dire... les concepts robots là qu'on avait installés sur la 13e rue, les concepts là n'étaient pas commerciaux, c'était pas vendable. Oui. C'était un garçon de Matete Débat qui est venu avec. Oui. Mais après, quand on a compris qu'on n'a pas un client pour acheter des tas de robots, on a dit à Débat, tu es obligé de nous créer un robot, parce que c'est lui qui est venu avec les concepts, je parle des concepts et robots. Oui. C'est les débats ensemble. Oui. C'est même soutenu dans les ministères, on connaît que les concepts et robots, c'est débats ensemble. Alors, et vous êtes aussi soutenu là-bas, dans le ministère de l'Éducation. Oui, si vous partez là-bas, on connaît que c'est une affaire de 7 génies. Oui. C'est connu. Alors, maintenant, quand on n'a pas décroché un client pour acheter ces robots-là qu'on a installés à la 13e rue, sur la 13e rue, un robot latéral. Les Quinois, s'en souviennent. Oui, l'histoire est têtue. Maintenant, on a fait une réunion pour dire à Débat Massamba, qui est venu avec les concepts robots. Débat, on est obligé de créer un robot au carrefour pour réguler comme les roulages font. Et à notre grande surprise, Débat a dit que c'est impossible. Alors là, la présidente a dit, mais si c'est impossible, donc on va nous oublier comme on oublie. La présidente m'a mis. On va nous oublier comme on a oublié tous ces génies-là qui ont fait des découvertes ici dans notre pays. Et c'est là maintenant, par la grâce de Dieu, l'ingénieur Moïse a donné l'inspiration pour donner vie à ces robots-là. Oui, pour créer un robot qui sera séparé à la hanche et régulé comme un roulage. Donc mon apport dans le projet, c'est cette formule-là. C'est de vivifier ces robots-là. Cette formule-là. Parce que le robot, je soutiens que le robot de la 13e rue, c'est un robot. C'est un mannequin qui est là avec de lampes, qui, si ce n'est pas allumé en vert, c'est allumé en rouge. Avec des bras latéraux. Voilà. L'histoire s'en souvient, c'est ça. Mais c'était Débat Massamba. Tous les concepts-là, c'était Débat Massamba. Purement Débat Massamba. Bien qu'on a mis des caméras, bien que mon apport c'était la caméra, la caméra et la transmission des images réelles, mais les concepts là, c'était Débat Massamba. Vous voyez ça? Voilà. Maintenant, quand on a posé à Débat la question de créer un autre robot au carrefour, à notre grande surprise, il a dit que c'est impossible. Et on devait se séparer, abandonner le projet. Donc le projet était terminé. Il était terminé parce que c'était impossible, il a dit ça. Impossible. Alors on s'est dit, on n'a pas fait des sacrifices pour venir ici et puis échouer comme tout le monde. Mourir dans les oubliettes. Mourir dans les oubliettes. Et c'est là maintenant l'ingénieur Moïse a dit non, c'est possible. C'est possible. Comment? Alors l'ingénieur Moïse devait convaincre avec exactitude mathématique et une précision scientifique sur comment séparer le robot en deux, de la hanche, tout ça, appliquer un moteur, n'est-ce pas, pour faire tourner les robots à la hanche et juste changer la position de bras, que ce soit latéral, et on a essayé et tout était parti. Et c'est là maintenant que le monde entier a vu. Et c'est là maintenant que vous avez trouvé des acheteurs. Et c'est là aussi on a trouvé des acheteurs. Et c'est là maintenant que vous êtes parti aux oubliettes. Et c'est là maintenant tout était parti. Et vous êtes parti aux oubliettes. Tout à fait. Mais heureusement, comme on disait, la trahison était prévisible. Hein? La trahison était prévisible. C'était prévisible. Donc, je vous ai parlé du dessin, non? Je vous ai parlé de la prédestination. Oui. Il y a des choses qu'on peut sentir avant. Des signes qui ne trompent pas. Qui ne trompent pas. Et c'était prévisible. Et heureusement, en coulisses, on faisait des démarches pour des documents. Certifier les projets. Et c'est pourquoi le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de l'Industrie reconnaît cette personne. Oui, donc vous êtes reconnu cette personne dans l'invention de ce robot-là aujourd'hui, mais les fruits, les retombées, vous n'en avez pas bénéficié. Comme d'habitude, les Congolais qui inventent,
se retrouve toujours même réduit. Et vous aussi, vous êtes dans les collimateurs de ces gens-là. Il n'est jamais trop tard. Je le sais, mais néanmoins, ceux qui ont bénéficié de ces projets-là, Oui. en réalité, ça devait être plutôt vous. Nous. Oui, les Nous, sept les là. sept. Nous, les Mais, sept. Ouais. dans la disgrâce, Oui. vous êtes retrouvés à inventer quelque chose. C'est la politique, ça se comprend, c'est la politique, mais rien n'est perdu. Vous savez, des fois, on dit, comment on dit ça? Quelquefois, le malheur est bon. Aujourd'hui, grâce à ces obstacles-là que j'ai compris qu'il y a encore j'avais en moi. On dit que l'homme se crée, n'est-ce pas? L'homme se découvre après l'obstacle. Aujourd'hui, je suis dans le cardiovasculaire, je suis dans les recherches du produit. On n'en parlait pas, on vous verrait ça dans les... Alors, en fait, c'est pour moi, je dis, de ceux qui se mangent, est sorti ce qu'on mange. Vous connaissez ça, les paraboles de Samson. Oui. C'est pourquoi rien n'a sert à courir. Rien n'a sert à courir. Aujourd'hui, je me retrouve dans mon livre, dans les projets d'ergécide, dans les cardiovasculaires. Et je regarde de l'avant, j'avance. C'est ça le plus important. Mais la vérité reste que la vérité est têtue. Et elle est là. Elle est là, mais moi j'avance. Mesdames et messieurs, c'est toujours un énorme plaisir de vous présenter cette émission Enquête des réponses. J'ai reçu pour vous Monsieur Guy Moïse Diasuka Mialundama. Il est auteur du livre Un sans-abri à Kinshasa. Avec lui, nous avons essayé comme ça, avec le temps qui nous avait été imparti, de parcourir les livres. Vous avez entendu ce qui se trouve, bien que nous n'avons pas consommé l'entièreté. Nous vous renvoyons à la lecture de ces livres. Donc, achetez les livres dans toutes les plateformes où se vendent les livres. Et également, vous allez voir, vous allez être motivé par rapport au parcours de cet homme. Un parcours des combattants qui aujourd'hui peut dire comme Lumumba, mais autre que voilà, j'ai traversé toutes les nuits. Mais aujourd'hui, je suis dans les jours et je vous recommande de suivre cette émission Enquête des réponses, toujours dans cette chaîne Baelo Télévision. L'homme que je reçois aujourd'hui pour vous, il fait partie des 7 chercheurs, inventeurs qui nous ont pendu le robot roulage que nous avons aujourd'hui, dont nous sommes fiers et qui se vend d'ailleurs à travers d'autres pays. Bien sûr, toujours, nous déplorons toujours la politique de ces pays où les gens qui inventent ne profitent jamais de leurs œuvres. Mais nous espérons, comme il dit, que puisque la roue tourne, demain sera meilleur. Il est toujours optimiste et il sait que demain, c'est toujours meilleur qu'aujourd'hui. Alors, je réitère ma demande, allez partout dans des sites où on vend les livres, trouvez les livres Un sans-abri à Kinshasa, achetez, lisez. Ça va vous fortifier pour vous tous, enfants de Dieu, qui espérez en l'Éternel. Ça, c'est un recueil qui vous montre comment est-ce que Dieu travaille avec ses siens, peu importe les circonstances. Et vous qui ne croyez pas en Dieu, mais qui croyez à la prédestination, qui croyez au destin, vous pouvez aussi trouver votre part dans ces livres Un sans-abri à Kinshasa. Donc, j'ai transcendé la vie des sans-abri pour atteindre toutes les couches. Voilà. Que vous soyez pasteur, directeur, président, député, vous avez votre part. Votre part dans ces livres. Tout à fait. En tout cas, pour moi, ça n'est fini aujourd'hui. Je remercie l'équipe technique. Aujourd'hui, nous avons été avec le réalisateur, lui seul, le maître de l'œuvre. Lui seul, c'est lui qui m'accompagne partout où je suis. Les réalisateurs parfaits, Junior Diakanoa, j'ai dit merci comme ça. Et également à l'équipe technique, même à ceux qui n'ont pas été avec nous, j'ai dit merci à Seda, merci à Abel Matouma, merci à toute la grande famille Baelo Télévision. Je salue également ma grande sœur Baelo Ngandi Sophie à partir du Canada, tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, mes frères et sœurs. La grande famille Lokwele, la grande famille. Je salue également Dina Lokwele, et que je retrouve citée, dédicacée dans votre livre ici. Salutations à la grande famille. Pour ceux qui veulent voir les dédicaces, ils achètent les livres. Les livres, vous pouvez voir, il a vraiment, il est témoin, il est reconnaissant de tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour qu'il soit celui qu'il est aujourd'hui. Salutations également à Dr Georges Mayunda pour
d'Ergécide, continuez à aller voir les docteurs, vous allez être guéri de la maladie du sida. Ce n'est pas un conte de fées. Vous prenez les produits d'Ergécide et vous êtes guéri totalement du sida. Ce n'est pas un antirétroviral, mais c'est un médicament qui soigne les sida. J'en parle parce qu'il fait partie du cabinet de recherche, de l'équipe de recherche qui vous a produit aujourd'hui d'Ergécide. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain numéro de l'émission Enquête de réponse. Au revoir, que Dieu vous bénisse chez vous.